Bienvenue au Polysécu, un épisode spécial. Je suis accompagné de Benoît. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Toi? Très bien aussi. On change un peu de registre par rapport à la dernière enregistrement qu'on a fait ensemble. Là, on sort du registre technique, puis on change vraiment, où on aborde le registre de la neurodivergence. C'est un registre qui est important parce qu'en cybersécurité, on se retrouve avec une population beaucoup plus concentrée de neurodivergents. Donc, on est dans un univers différent. Des fois, qui nous amène des problèmes de collaboration avec les autres parce que justement, on est différent. Différents des autres, donc de nous amener à comprendre. Fait qu'on va commencer, ce que tu as proposé, c'est qu'on commence avec ton cheminement, puis je vais injecter le mien aussi, étant donné que j'ai un profil de neurodivergent. Pas exactement le même que le tien, mais on a des difficultés qui se recoupent. Ouais, ben c'est ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi que tu parles de la question de la sécurité. Effectivement, même en sécurité, puis je dirais TI, même plus largement, j'ai l'impression que le bassin de population qui est neurodivergent est peut-être un peu plus élevé que ce qu'on peut trouver ailleurs pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises raisons, mais une qui est probablement en tout cas, c'est l'intuition qui parle ici, là, mais c'est la question de la complexité des systèmes. Ça attire nécessairement certains profils qui aiment réfléchir sur des choses plus complexes. Et aussi cette vision systémique-là, qui n'est pas nécessairement facile pour tout le monde, là, mais cette espèce de compréhension de l'interdépendance des éléments entre eux va peut-être parler à certains individus plus que d'autres. Là. Donc, cette intuition-là qui me dit que c'est peut-être pour ça là, qu'il y a plus de gens avec ce genre de profil-là là, dans le milieu. Donc, ouais, tu sais, moi, j'ai un parcours un peu... c'est assez récent là, que j'ai eu ce qu'on appelle la confirmation. Là. Souvent, on va dire diagnostic, là, c'est souvent interchangeable. Il y a des gens qui aiment moins utiliser ce terme-là. Là. Je comprends parce que ça fait comme pathologie un peu, mais c'est... Ouais, non, mais... Ouais, ça, je trouve, c'est pas une pathologie, c'est un état d'être. Ouais, après ça, faut l'accepter, faut le voir comme ça aussi. Puis c'est un élément important parce que on a tendance, puis tout le volet TDAH qui a été longtemps stigmatisé, médicamenté comme ça, c'est un état d'être plus qu'un état à devoir médicamenter ou à régler. Donc, je partage avec toi que le fait que le diagnostic est peut-être lourd de sens pour plusieurs, car je pense qu'on est en train de migrer ailleurs aussi en termes d'acceptation, puis d'arrêter de vouloir régler une situation ou médicaliser une situation qui n'est pas besoin, qui est en fond juste comment on est finalement. Exact. Puis on en parle aussi beaucoup de plus en plus, là, ce qui contribue vraiment à ce que tu viens de dire, là, que ça accélère un peu la façon de voir les choses. Là. Donc, moi, j'ai eu ma confirmation, j'avais 41 ans environ, donc ça fait 5 ans, là, donc c'est assez récent. Puis, en fait, c'est mon ancien patron qui me dit, écoute, Benoît, j'aimerais ça que tu ailles voir un de mes amis. Je pense qu'il pourrait te donner un coup de main. Et cette personne-là, en fait, c'est un psychologue, mais également coach pour exécutif. Donc, lui, dans sa vie, il a coaché des CEO à travers le monde. Donc, j'ai vraiment eu une super occasion aussi. Moi, je le voyais vraiment plus dans une logique de, il s'en va me coacher. Là. Mais là, j'ai passé une batterie de tests et puis je vais toujours me rappeler de la journée où j'ai reçu cette nouvelle-là. Donc, c'était un vendredi matin pluvieux. Il faisait environ 10 degrés dehors, 10 à 12 degrés dehors, et je rentre dans son bureau, puis c'est un personnage. D'ailleurs, la personne qui m'a coaché, là, c'est quelqu'un de particulier. Je m'entends super bien avec, mais c'est un personnage. Donc, je rentre là, puis toujours eu un peu de la difficulté avec les psychologues et non pas parce que je les considère incompétents quoi que ce soit. Là, c'est vraiment pas ça. C'est plus que je trouvais que ça ne m'apportait pas nécessairement les réponses que j'avais besoin. Et là, commence à me dire, bon, ben écoute, Ben, je vais te le dire comme tu le dirais à tout le monde parce que je regarde ton profil comment t'es. Fait que là, c'est mon moment Good Will Hunting. Tu es donc considéré comme un surdoué. Voici tes caractéristiques. Là, il me descend ça là, pendant à peu près 45 minutes, 1 heure. Puis là, je l'écoute. Je n'ai pas dit un mot. Puis là, il me dit, OK, c'est beau, là, on va aller marcher. On va continuer de jaser. Fait qu'on a pris, au final, là, on a dû rester comme pas loin de 3h30 ensemble. Pas dit grand-chose en 3h30. Puis je suis juste reparti.
avec tout ça en tête. Puis là, j'ai dit, OK. J'avais l'impression de m'être fait boxer pendant peut-être plusieurs longues minutes, mais en même temps que c'est comme si on m'enlevait une tonne de briques de ses épaules. Pour la première fois, je me comprenais. Puis, tu sais, là, il venait de mettre le doigt sur comment je fonctionne, puis quelles sont mes forces et faiblesses avec ça. Puis, ça expliquait toutes sortes d'éléments que j'ai vécu dans ma vie. Tu sais, moi, j'ai fait des études en économie, en politique, en relations internationales, en études de la conduite de la guerre, en criminologie. Là, je fais des études en gestion, puis je travaille en sécurité de l'information. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça, là, c'est un symptôme là, qui parle puis qui explique le cheminement dans lequel je fonctionne avec le cerveau que j'ai. Là, ouais, puis je vais rajouter parce que il y a un élément, parce qu'on parle de surdoué, puis là, il y a comme la vision romantique de ce que c'est un surdoué. La réalité, parce que Good Will Hunting, c'est la vision très romantique de ce que c'est. La réalité est très, très loin de ça. Parce que, en plus, moi, j'ai un enfant qui l'est, et ça l'amène son lot de problèmes. Et puis de la bouche de ma fille, elle souhaite pas ça à personne d'être dans cet élément-là, même si on a mis un côté très romantique, c'est des gens très, ça l'amène son lot de difficultés, puis c'est un peu ça aussi qu'on va parler. Qui vient compliquer, c'est comme une boîte de piquants finalement, c'est pas comme un cadeau simple, c'est une boîte de piquants qu'on a eu, et donc de gérer la boîte de piquants qui va avec les autres éléments. Ouais, effectivement, c'est vraiment un couteau à double tranchant. Là. C'est-à-dire que, tu sais, dans les bonnes circonstances, ça peut être vraiment, effectivement, hyper utile. Mais il y a beaucoup de cas où ça l'est beaucoup moins. Là, tu sais, difficulté de rentrer en contact avec les autres, par exemple, qui va toucher, tu sais, une espèce de, tu es tout le temps tiraillé dans un besoin d'être tout seul, mais d'un besoin d'être avec du monde, tu sais, fait que ça, c'est une espèce de tiraillement que tu es tout le temps au long de ta vie. Tu sais, juste l'impression d'être un extraterrestre, tu sais, d'être tout seul à t'intéresser à des affaires, puis que là, tu sais, t'es pas capable de trouver des vases communicants ou des terrains communs avec d'autres personnes parce que les gens ne s'intéressent pas à ça. Là, des discussions. Ouais, tout le volet multipotentiel s'intéressait à une panoplie, puis il y a même des sous-définitions multipotentielles, mais d'être curieux sur un très vaste spectre de choses, puis je suis affablé de cet élément-là où je m'y connais en tellement trop de choses, puis finalement pas assez en temps. En tout cas, bref, ça l'amène son lot, fait que c'est compliqué d'établir un lien avec d'autres personnes. Puis en plus, avec l'intensité de la conversation, puis c'est ce qu'on me reproche énormément, c'est parce que je suis très intense dans ces éléments-là. Puis justement, pour faire un peu de pouce ce que tu dis. Puis cette intensité-là, les gens sont juste pas capables de choses. Fait que là, je peux tourner ça un peu plus bas. Là. C'est ce que j'ai appris avec le temps aussi. Oui, c'est ça. C'est comme si notre cerveau, il est à 11. Là. C'est ça. Là. C'est que quand tu rentres dans quelque chose, tu trouves ça super intéressant, puis tu creuses. Puis là, moi, j'ai un profil. Il y a deux profils en douance, profil laminaire puis profil complexe qui amènent des caractéristiques différentes d'un côté à l'autre. Les laminaires, souvent, là, je ne veux pas faire de la généralisation parce que chacun a des deux là, quand tu as un profil de douance. Donc, tu vas aller piocher dans les deux. C'est juste tu vas avoir comme une majeure puis une mineure. Là, donc, mais souvent, on va attribuer les laminaires à les fameuses bols qui vont bien à l'école, qui tout va bien, puis ils avancent dans la vie sans trop se questionner. Puis les profils complexes, là, ça va accrocher un peu plus. C'est là où c'est souvent des troubles comme moi, j'ai un trouble avec l'autorité parce que je remets en question les règles, parce que je gratte dans les règles jusqu'à temps de trouver leur imbécilité. Là, fait que souvent, les professeurs, ils n'aimaient pas ça. Fait que ça, c'est un élément qui va souvent sortir, mais aussi cette espèce de OK, je me pitche dans quelque chose, puis je vais aller fouiller jusqu'à temps de devenir connaissant. Souvent, les gens, ce qu'on va dire, c'est que c'est une espèce de science infuse, entre guillemets, où tu es comme suffisamment compétent,
Mais à l'inverse, toi, tu as tout le temps l'impression d'être hyper incompétent. Fait que même si tu performes, là, fait que là, c'est l'autre chose, c'est que tu vas t'épuiser parce que tu as tout le temps l'impression d'être dans le bon. doute. C'est ça. J'ai tout le temps l'impression. Constamment dans le doute, la remise en question, qu'on n'est jamais à la hauteur de ce que nous, on se voit nous-mêmes dans un sujet et ce qui nous pousse à aller des fois démesurément trop loin dans le dit sujet, entre autres. Là. Ah, moi, j'ai toujours l'impression d'être pourri, dans tout. Fait que ça amène un cycle qui peut potentiellement être dangereux dans le sens où, c'est parce que comme tu considères que t'es pas bon, ben, tu vas travailler pour être meilleur. Puis là, tu peux tomber dans une boucle où là, tu vas juste mettre de l'énergie là-dedans, tu vas t'épuiser. Là, fait que... Ouais, c'est un peu d'être boulimique, mais au niveau intellectuel, de juste vouloir constamment absorber tout ce qui est possible, d'ouvrir les bras larges et de tout gober là, ce qu'on est capable d'absorber. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que cette révélation-là, on va dire, m'a amené un long cheminement où moi, j'ai été chanceux là, quand même. Cette personne-là m'a coaché pendant plusieurs années. En sorte que ça m'a replacé sur certains aspects, notamment dans ma gestion, parce que j'étais gestionnaire déjà à l'époque et ça m'a permis de lire autrement les situations, lire autrement, évidemment, qui je suis puis comment je fonctionne avec mon environnement. Mais aussi accepter la différence. C'est vraiment un des éléments là, le plus important, c'est que je comprends que je suis une bébête à part. Puis c'est correct. Ouais, cette compréhension-là est importante, puis elle est un des éléments qui nous sort de la solitude un peu. Même si la solitude demeure toujours présente, au moins d'être capable de savoir qui on est. Là. Bon, moi, je me suis auto-diagnostiqué durant le confinement, fait que j'ai pas exactement le même chemin. Mais du moment que j'ai comme trouvé où j'étais, par hasard d'ailleurs, ça a répondu à énormément de choses. Pourquoi je me sentais différent. Puis de vivre qu'on se sent différent et n'est pas nécessairement quelque chose de facile parce qu'on nous a jamais donné d'outils pour être capable de gérer cette différence. On est juste à naviguer dans un monde c'est nous qui sommes au final les extraterrestres et c'est nous qui devons trouver un chemin d'adaptation pour entrer en communication avec les non-extraterrestres. Ouais, puis tu sais, ça se voit au quotidien, là, juste dans le travail. Tu sais, le travail demande souvent des spécialistes très pointus. Alors que moi, par exemple, tu sais, moi, mon psy à l'époque me dit, tu sais, ton problème, Benoît, c'est que tu aurais été un homme de la Renaissance, là, tu sais, tu aurais fait un petit peu de poésie, un petit peu de peinture, un petit peu d'écriture, un petit peu de physique, un petit peu de mathématiques, puis ça aurait été parfait pour toi, mais tu sais, oublie ça, là, maintenant, là, faire ça se peut pas. Fait que t'es un spécialiste, puis tu vas faire ça, tu sais, tu vas grimper là-dedans, mais moi, je peux pas fonctionner là-dedans. J'ai l'impression d'avoir fait le tour après un an et demi, tu sais, je m'emmerde. Oui, puis ce qui amène un cas drôle, parce que j'ai eu à réfléchir à ça dernièrement d'ailleurs. Plus jeune, j'ai gardé mes emplois à peu près 18 mois. C'est à peu près la moyenne, plus ou moins ça, où je me tannais plus ou moins vite parce que j'avais fait le tour du jardin, l'emploi dans lequel j'étais ne me plaisait plus, je me sentais plus nourri par cet emploi-là, ce qui fait changer d'emploi. Et bon, les employeurs n'aiment pas beaucoup ça, les gens qui bougent aux 18 mois. Et ce qui fait force de constater, j'ai basculé en consultation parce que c'est plus ce qui est justement recherché, la diversité, tout ça. Et l'ironie, c'est que depuis que je suis en consultation, j'ai des mandats longs qui durent plusieurs années et je tombe complètement dans l'autre côté parce que la consultation a cet avantage-là de me faire bouger malgré tout à l'intérieur de l'enveloppe dans laquelle je suis, beaucoup plus largement que le cadre défini d'un employé dans une structure définie. Fait que c'est très, très drôle parce que je pensais, au moment où on enregistrait, je suis resté 5 places, je suis encore à la même place. Ça fait 5 ans que je suis là. Et j'ai jamais gardé un emploi à cette durée-là. Mais ce mandat-là, de sa diversité, qui m'a amené à travers les années, continuer à me nourrir, continuer à m'alimenter. Et c'est ça qui est drôle parce que ça a été le chemin qui m'a aidé à figer, à trouver l'élément. Mais c'est ça, 18 mois sur les emplois. Et donc, les employeurs ne sont pas habitués de travailler avec des profils comme ça. Non, puis, tu sais, je suis à la même place, là, j'ai fait à peu près le même parcours. Il y a un emploi, il a fait deux emplois où je suis resté
plus longtemps. Puis c'est les services de renseignement. Donc, parce que là, il y a beaucoup de diversité de dossiers. Fait que, nécessairement, le focus changeait assez fréquemment. Et l'autre chose, c'est quand j'étais exécutif, justement, où j'ai eu cette confirmation-là, parce que mon patron comprenait comment je fonctionnais et a été très, très avant-gardiste sur OK, bon, ben, je comprends que Ben a besoin d'être stimulé, puis tu sais, va faire plusieurs choses. Fait que, donc, ça, c'est probablement ce qui m'a permis de durer aussi longtemps. Puis là, on parle de tu sais, des jobs de 7 puis 6 ans, là, on s'entend, là, c'est pas non plus 10-15 ans. Là, je suis pas dans cette lignée-là. Puis ça, probablement que ça arrivera jamais, là, à moins de trouver vraiment un truc extraordinaire, mais dans le type de travail dans lequel, la façon dont les systèmes de gestion sont faits, c'est très difficile de répondre aux attentes que j'ai. Là. Puis, ouais, vas-y. Ouais. Oh, oui, je comprends très bien ça. Puis du profil que j'ai mentionné, c'est exactement ça. Mais en même temps, dans la mesure où je reste stimulé, je reste nourri, je vais rester à l'endroit où je suis. Puis dès que je commence à ne plus me nourrir, ben effectivement, je commence à avoir faim. Donc, incidemment, je vais aller me nourrir à un nouvel endroit qui va m'amener ailleurs. Et dans d'autres choses. Puis en même temps, puis c'est ça qui est intéressant. Puis tu dis que les cadres de gestion sont pas faits pour ça. Puis effectivement, c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. Il y a certains types de champs que moi m'intéressent pas. C'est qu'on creuse. La recherche pure là, avec la rigueur associée, pour moi, ne m'intéressera jamais parce que c'est trop dirigé vers la même chose. Donc, c'est incidemment trop répétitif très rapidement, contrairement à juste naviguer et surfer parce que je suis pas capable d'atteindre mon attention démesurément trop longtemps sur un même sujet parce que je m'ennuie puis il n'y a plus le petit spark qui fait que ce sujet-là est intéressant. Tu vois, moi, je fonctionne dans le milieu de la recherche, mais je peux pas effectivement juste faire une patente. Là. Ça m'amène d'autres défis. Là, où nécessairement mes projets ne sont pas livrés à la même vélocité que d'autres, là, parce que je vais faire du project switching, là, parce qu'à un moment donné, je le laisse dormir. Là, parce que Puis tu sais, c'est un autre truc, ça, c'est un truc qui est très dans les profils qu'on a. La procrastination. Les gens disent vous procrastinez. Non. Je réfléchis. Puis ça, c'est un truc que c'est bien difficile à faire comprendre aux gens, ça, que moi, c'est parce que si je livre à la dernière minute, c'est pas parce que je livre à la dernière minute, c'est parce que je veux m'assurer que j'ai gobé toute l'information possible qui va me permettre de livrer ce que j'ai à livrer. Plutôt que de commencer quelque chose puis dire non, là, il va me manquer de quoi, puis là, ça va me créer bien plus d'anxiété que de devoir faire ça. Oui. Oui, j'ai des patrons que ça énervait parce que je livrais toujours à la dernière minute, puis ça les énervait au possible. Ils n'aimaient pas ça, ils sont finis par s'y habituer parce que je livrais toujours quelque chose d'intéressant quand même, mais ça les stressait énormément à chaque fois parce que va-tu arriver? J'arrivais tout le temps. C'est ça, mais en même temps, puis moi, ma façon de fonctionner, c'est procrastination, oui, je le définis pas exactement comme ça, même si ça paraît comme ça pour les autres. C'est juste parce que la façon que mon cerveau va organiser l'idée, c'est j'ai pas comme une réflexion linéaire. Puis c'est un des problèmes, c'est qu'il faut que je laisse les morceaux de casse-tête se mettre tout seul en place. Tout à coup, pouf, j'arrive avec une conclusion. Puis parfois, je ne serais même pas capable d'expliquer pourquoi je suis arrivé à la conclusion. Parce que le casse-tête s'est fait tout seul dans ma tête de façon spontanée et je vois la résultante. Et ensuite, on me demande, peux-tu l'expliquer? Bon, avec le temps, j'ai élaboré des façons de faire pour réussir à expliquer. Mais on me ramène il y a 20-25 ans, j'étais incapable d'expliquer pourquoi j'arrivais à la bonne réponse, au bon élément et pourquoi ça se faisait comme ça. J'ai la même chose. Ça, c'était un gros élément de frustration. Souvent, tu sais des choses, tu es capable de l'expliquer pourquoi tu sais ça. Puis, tu vois, ça a été très difficile quand j'ai publié un livre. Parce que là, à un moment donné, l'éditrice était comme, là, je peux t'en avoir des chapitres? Je suis comme, non, je peux pas te donner de chapitre. Comment ça? J'ai pas fini de chapitre. Mais là, t'es en retard. Là. Ben, écoute, je dois avoir comme le 2/3 du livre de fait.
mais t'as pas fini le chapitre, non. Fait que, tu sais, j'écris des petits morceaux, comme même mes travaux universitaires, je suis encore à l'université, tu sais, je fais ça comme ça, les gens sont comme, comment tu fonctionnes, tu sais. C'est ça, là, c'est comme, tu pars avec un petit bout, tu fais un autre petit bout, puis là, tout se rattache, puis là, t'es comme, ah, voilà, ça marche. Oui, puis c'est un élément de frustration parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui te demandent, ouais, peux-tu m'envoyer la table des matières de tes choses, peux-tu m'envoyer une structure, puis tu fais comme, ben non, je peux pas faire ça parce que tant qu'il est pas en état final, il est juste dans un état incertain. Fait que j'ai pas comme, il est pas à 50%, il est à 0 ou il est à 100%. Fait que ça, dans le milieu du travail normal, les gens ont un peu de misère et les patrons ont beaucoup de misère avec cette façon-là de rassembler les livrables. Mais j'arrive à produire des livrables qui sont intéressants, qui sont acceptés par les clients. Fait que tu sais, t'arrives au même produit, voire souvent peut-être même meilleur, tu sais. Puis ta démarche est complètement, elle n'est pas linéaire. Tu sais, c'est ça, là, quand tu parlais de linéarité, ben c'est un des éléments, c'est un des traits forts de la douance souvent, c'est que on va parler de cette espèce de fonctionnement par arborescence où tu sais, une idée va en amener une autre, mais c'est pas nécessairement des idées qui sont reliées de manière linéaire, là, c'est concomitant. Puis c'est un des éléments qui dans mon parcours à moi que je vois beaucoup émerger parce que souvent, j'ai des trucs qui se situent entre des champs scientifiques. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la question, tu sais, de l'humain dans la sécurité de l'information. Fait que la sécurité de l'information, oui, tu as l'aspect technique, tout ça, tu sais, mais moi, c'est, OK, l'humain, sa psychologie, ses comportements déviants, ses comportements par rapport à un système de gestion, tu sais. Fait que tout ça amène des angles d'attaque différents sur, OK, mais la personne qui est soit en train de se faire attaquer ou qui attaque, tu sais, comment elle fonctionne puis comment elle réfléchit. Et ça, ces aspects-là, de ces différents modes de vision-là, ça émerge de l'esprit par arborescence beaucoup. Okay. Absolument. De toute façon, pour ceux qui me connaissent bien, j'aime beaucoup parler de l'espace de l'humain en cyber, à quel point on le dévalue, puis ainsi de suite. Là, j'ai beaucoup de discussions là-dessus sur ces sujets-là. Puis ce qui pour moi est naturel, l'est pas pour grand monde finalement dans ce que je me rends compte, parce que pour moi c'est normal que je vois le chemin puis je fais ben c'est bien intéressant ce genre de choses-là, ou même la curiosité. Tu parlais des systèmes en cyber ou en TI, juste de voir un chemin d'attaque, tu fais comme c'est bien le fun ce qu'il a fait, ce que normalement une personne normale n'aurait jamais fait, soit n'aurait pas compris, ou soit ne voit pas la beauté de la réflexion de l'attaquant. Par exemple, je suis juste comme en émerveillement devant le fait, wow, il a pensé à ça, c'est bien hot ce qu'il a fait, parce qu'il a réussi à pivoter à cet endroit-là, puis je l'avais pas vu. Ouais, ben tu vois, c'est un des aspects qui m'intéressait dans le service de renseignement, c'est de comprendre les MO. Comment ces gens-là ont fait pour réfléchir de cette façon-là. Donc, tout ce qui était modus operandi, je trouvais ça fascinant. Puis, tu sais, on se leurra pas, là. Il y a une vieille étude là, qui avait été faite aux États-Unis. Là. D'ailleurs, je n'ai jamais trouvé de mise à jour de cette étude-là. Mais essentiellement, ça disait qu'il y avait 20% de la population carcérale qui était en situation de douance. Donc, ça t'amène à penser autrement en dehors des systèmes. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu as des conditions socio-économiques mauvaises que ça t'empêchera pas de penser en dehors des systèmes. Là, tu sais. Fait que ça fait en sorte des fois que là, les gens ils basculent du côté déviant. Et moi-même, j'étais un déviant quand j'étais jeune. Là. Je veux dire, j'étais un délinquant. Là. Des mauvais coups, là, je n'ai fait. Là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là. Tu sais, les profs, l'école, ma mère, tout ça, là, était tout à bout là, parce que tu sais, je trouvais tout le temps la petite façon de foutre le bordel. Là, c'est juste parce que tu vois pas les mêmes choses, tu penses pas comme les autres. Là, puis effectivement, puis j'ai eu cette discussion-là avec Andréane Bergeron, justement, sur le fait que les criminels classiques, on a vu la discussion sur les criminels en cyber puis en classique. En classique, sont des multipotentiels parce que généralement, ils font tout eux-mêmes ou sont tous organisés à faire plusieurs éléments. Contrairement en cyber, ils sont dans des contextes de spécialisation, ce qui est anormal dans le contexte criminel, sont plus classiques, qui est étudié pendant plus longtemps. Là. Effectivement. Tu sais, il y a l'aspect aussi hyper sensibilité là, qui va venir jouer, qui donne parfois, souvent on va dire l'intuition. Comme moi, je suis un gros
mon super pouvoir dans la vie, là, c'est essentiellement de venir voir les affaires. Comme, pour une raison quelconque, je lis des environnements, puis je dis, oups, ça s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient. J'ai commencé à travailler sur la question du terrorisme en 1998. À l'époque, on me disait, écoute, c'est un non-sujet, tu vas mourir de faim, il n'y a rien à faire avec ça. C'est arrivé 2001, tout d'un coup, je suis devenu bien populaire. J'ai commencé à travailler sur la question de la guerre informatique en l'an 2000. À l'époque, le monde était comme, t'es un extraterrestre, arrête, là, que c'est ça. Puis là, tout d'un coup, tu vois, là, c'est mainstream, la guerre informatique. Justement, mon ancien patron, j'avais déposé un rapport en mars 2020 où j'avais dit, ben là, la pandémie, ce que ça va faire, notamment dans les éléments que j'avais soulevés, c'est qu'on allait voir un impact important au niveau de l'inflation, puis même une potentielle stagflation. Puis là, la Banque du Canada vient de sortir une étude qui démontre que le potentiel de stagflation, c'est à peu près autour de 33-36% des chances que ça se produise. Donc, tu sais, j'ai cette capacité de lire-là, mais ça, c'est de l'hypersensibilité mélangée avec cette pensée en arborescence qui fait en sorte que tu es capable de saisir ce qui se passe dans l'environnement puis de le transmettre. Là, après ça, si les gens t'écoutent, c'est autre chose. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle l'intuition. Puis c'est une des choses que. Puis j'ai un autre, parce que je travaille avec des groupes, je sens des choses des humains. Puis on est capable d'entraîner notre intuition. Puis là, moi, c'est rendu au point où j'aimerais ça pouvoir l'amener ailleurs, parce que l'intuition, là, tu parles des éléments économiques. Moi, j'ai figé mon hypothèque pendant le confinement. Je le voyais arriver. Pour moi, j'ai pas vu j'avais pas vu qu'il y avait des guerres qui allaient arriver, tout ça, je l'ai pas vu. Mais j'avais vu qu'il allait avoir nécessairement un coup de bord économique qui allait arriver avec la fin du confinement et ces Allemands. Et effectivement, là, ça s'est passé pour d'autres raisons, mais le résultat est quand même le même. Fait que là, moi, j'ai mon hypothèque est figé à un taux qui est encore très, très avantageux. À quand les gens qui ont continué avec des taux variables ou qui ont tardé avant de penser de leur figer leur taux, ben eux sont coincés à ce moment-ci puis sont très tristes parce que ça de passer de 1% à 5% d'intérêt sur ta maison, ouais, c'est énorme comme différence. Clair. C'est clair. Ouais, puis cette hypersensibilité-là va se traduire au quotidien dans des petites anecdotes. Puis des fois, c'est ce qui fait en sorte que tu as l'impression d'autant plus d'être un extraterrestre supplémentaire. Moi, c'est souvent des reflux d'émotions que je suis pas capable de contrôler. Ou autre chose, l'autre fois, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée, mais je me lève un matin, puis là, il y a le chat, je prends le chat, puis là, je sens le chat, puis là, le chat sent pas bon, tu sais. Là, je suis comme, OK, c'est pas normal, mon chat sent pas ça, habituellement. Là, je l'amène chez le vet. Je dis, excuse-moi, mais mon chat sent pas bon, tu sais. Puis là, le vétérinaire qui me regarde un peu, genre, what the hell. Là, sans le chat, elle dit, mais monsieur, je sens rien. Puis là, j'ai l'équipe du vétérinaire qui vient de sentir le chat un après l'autre. Monsieur, votre chat sent rien, là, tu sais. Fait que je dis, ben, c'est possible de passer un test sanguin. Puis, il y avait une pathologie. Donc, si on l'a pogné juste à temps, là, ça aurait pu vraiment mal aller, là, mais là, tu vois. Fait que ça, l'autre fois, c'était un problème mécanique chez le concessionnaire. J'arrive mon auto, elle fait un bruit, il y a comme une vibration qui se fait, qui enregistre. On n'entend rien. Je dis, regarde, défais-la. Regarde la transmission, parce que à mon avis, ça doit venir de là. S'il n'y a rien, ben, je te paye le temps, puis c'est tout. Puis s'il y a de quoi, ben, c'est encore ce garanti. Là, il me rappelle, il me dit, M. Gagnon, vous aviez raison, il y a de quoi, on sait pas comment vous avez fait pour l'entendre. Fait que, il y a cet élément-là qui joue aussi, là, cette capacité-là de saisir des éléments dans l'environnement. Ils sont parfois subtils. Des fois, c'est juste des comportements de gens ou des choses que nos sens vont capter puis qui vont faire en sorte que, oups, là, on est capable d'introduire ça dans une matrice d'analyse là, qui se passe dans la tête. Ouais, ou les divergences par rapport à des patterns. Puis moi, c'est un des éléments qui fatigue peut-être un peu les autres, c'est que j'ai des profils automatiques. Puis tout ça, tu fais automatiquement. C'est ça qui est le pire là-dedans. Je le fais pas volontairement, mais tous les gens vont être mis dans des cases finalement. Et si la personne sort de sa case, pour moi, il y a un problème. Puis de là va alerter
quelque chose chez moi, puis là, je vais comme fouiller pourquoi elle est sortie de sa case. Pourquoi son pattern de fonctionnement n'est plus comme il est d'habitude. Pourquoi les choses, puis là, ça va soulever, puis là, je vais creuser. Mais un peu comme tu décèles soit l'odeur dans le cas de ton chat ou du bruit, t'as comme une fonction normale. Dès que tu sors de la fonction normale, là, ça enlève des alertes, puis là, puis c'est troublant parce que c'est très achalant de vivre avec ce genre de choses-là, parce que ça s'annonce pas, c'est là. Puis, il faut que tu gères cet élément-là qui est comme une pensée envahissante. Là. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une pensée envahissante, c'est comme une réflexion qui est là, puis qui s'invite, puis qui ne veut pas quitter. C'est comme un invité qui ne quitte pas ta tête, puis là, tu es juste comme pris avec ça, puis il est là. Ouais, puis c'est ça. Puis on parle d'avoir l'air d'un extraterrestre. Là, je peux te dire que, tu sais, amener le chat pour te dire parce qu'il sent pas bon, puis tu sais, t'as l'air assez weird, merci. Là, tu sais, fait que mais c'est ça, c'est exactement ça. Là, tu sais, t'as pogné de quoi que tu fais comme, OK, là, ça marche pas, il y a de quoi qui marche pas. Là, tu sais, puis là, tant que tu le trouveras pas, tu le lâcheras pas, là, effectivement. Là, tu sais, fait que des fois, ça peut venir quasiment obsessionnel. Puis, tu sais, je sais que, tu sais, j'ai eu beaucoup, tu sais, rétrospectivement, là, mes relations ont été très difficiles avec mes anciennes conjointes, notamment à cause de cet aspect obsessionnel-là, où, tu sais, quand je commence à creuser dans de quoi, j'arrête plus, là, tu sais, puis là, tu sais, le conjoint qui se trouve en dehors de ça, qui te regarde aller, il dit, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, là, c'est comme, je vais arriver, là, je vais me taper, tu sais, 6 livres, c'est la même affaire. Je vais regarder des vidéos, puis essayer de me former là-dedans au grand complet. Là, c'est comme, OK, mais lâche le morceau. Non, ça marche pas de même. C'est quand t'es aussi longtemps que je serais pas passé à travers, je n'aurais pas l'impression d'avoir compris un temps soit peu ce qui se passe. Je lâcherais pas le morceau. Oui, effectivement. Puis j'ai eu plusieurs sujets comme ça. Puis c'est des phases. Puis c'est ça que les gens comprennent. J'ai pas eu ce défi-là, en tout cas, avec mes conjointes, mais peut-être parce que je le gardais plus pour moi, j'étais moins expressif sur ce genre de choses-là. Mais oui, il y a plein de sujets, puis tout à coup, je m'intéressais à un sujet, je le vidais, puis là, il n'y a plus rien dedans, ben je l'abandonne, puis je vais à d'autres choses. Fait il y a eu des séquences où j'ai vu maintenant on appelle ça des influenceurs, mais des youtubeurs, ou il y a des éléments comme ça, j'y vais, puis à un moment donné, je tombe à la saturation, puis je peux pas dire quand je tombe à saturation, mais à un moment donné, je suis saturé, puis je quitte le sujet complètement, puis je n'y retourne même plus parce que il est plus intéressant. Il vient de perdre son intérêt d'un coup parce que j'ai atteint un niveau, puis je sais pas c'est quoi ce niveau-là, je le contrôle pas encore. À un moment donné, je me désintéresse, puis je change complètement de sujet. Oui, puis clairement, c'est un enjeu au chapitre dans ces profils-là, en général, parce que souvent, les gens, même les études, ça vient difficile parce que là, tu as fait le tour. Là. Puis là, il faudrait que tu continues encore. Comme là, je le vis, là, clairement, dans mes cours de gestion. Je veux dire, ça fait 3 ans là, que je lis 52 livres par année minimum, là, sur la gestion principalement. Fait que là, j'ai fait le tour en masse. Là, je suis mes cours au MBA. Je peux pas dire que j'apprends. Là. Je les suis parce qu'il faut que je fasse le checkbox. T'sais. Là, j'ai essentiellement le couteau entre les dents, puis je mords parce que je veux passer à travers. Mais c'est un exercice qui fait extrêmement mal. J'ai l'impression de perdre mon temps. Là. Tout ça pour avoir le papier au bout. Mais ça, perdre son temps, c'est juste terrible. Ce malaise-là, il est incroyable. Et quand je perds mon temps, et les gens qui me connaissent bien, ça apparaît dans mon visage. C'est automatique, je change complètement. Puis là, je deviens un peu plus... une face fâchée, disons. Là, c'est pas comment les gens l'expriment. Mais quand je perds mon temps, parce que ça m'irrite au possible. C'est incroyable. Quand justement, comme tu parles d'études comme ça, puis moi, j'ai des difficultés contraires. C'est que je suis pas capable de tenir le couteau entre les dents parce que ça m'énerve. Puis maintenant, je lâche puis j'abandonne mon projet d'études parce que quand c'est juste pour la forme, le faire, ça finit par m'énerver, puis j'abandonne le projet quand je préfère travailler pour le fond. Puis généralement, quand je m'intéresse à un projet d'études, j'ai déjà lu avant, un peu comme tu as fait. Puis bon, là, après, ça donne ça donne ce que ça donne. Là. Mais c'est ça, mais tu vois, ça, c'est un des éléments. J'ai eu quelques discussions à l'université, mais tu sais, l'école n'est pas faite pour nous autres. Honnêtement, moi, idéalement, j'aurais fait, mettons, un bac entre
des affaires, tu sais, genre j'aurais été chercher peut-être 10 cours, 15 cours dans telle affaire, 5 cours dans telle affaire. Tu sais, mais c'est ça que ça m'aurait pris, tu sais. Mais c'est encore une fois, c'est la question de la spécialisation, tu sais. Moi, je m'excuse, là, mais tu sais, comme là, c'est 15 cours à MBA. Après 7, là, j'avais compris. C'est beau. T'sais, là, Taylor, je suis tanné de le revoir. Là, j'ai fait le tour. Là, fait que c'est quand ça, en même temps, je comprends que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais le système éducatif devra probablement se questionner à terme parce ils doivent en échapper pas mal de gens qui sont hyper talentueux, mais qui passeront pas à travers. Parce que là, en ce moment, moi, là, je peux dire que mon MBA, c'est pas moi qui le fais. Là. C'est mes amis du MBA qui m'ont poussé à passer à travers. Parce que je sais pas combien de fois j'ai dit là, je perds mon temps, là, je regarde. Okay. ce diplôme-là sera pas le mien au final. Parce que honnêtement, surtout l'année passée, là, j'ai un moment donné, je me lève le samedi matin pour aller dans un cours où je sais que je m'en vais perdre 8 heures de temps de ma journée à entendre du stock que j'ai déjà lu au moins 3 fois. Là. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je connais bien cette émotion-là. Puis au travail, c'est un problème d'ailleurs parce que les gens justement, parce que l'exemple que je donnais, c'est au travail, quand ils commençaient à voir que je perdais, que la rencontre ne servait à rien ou que je perdais mon temps, puis j'étais prisonnier de cette perte de temps-là. Là, c'est ça, justement, mon visage change de façon caractéristique. Là, je dis en colère, mais moi, je sais pas ce que j'ai de l'air, mais il semblerait que j'ai pas l'air content à cette heure-là. Et c'est un autre problème aussi, le contrôle de mon visage, parce que ça paraît quand je commence à m'énerver. Certaines personnes le voient, pas tous. D'ailleurs, puis là, on revient sur la sensibilité. Il y a des gens qui le voient, il y a des gens qui le voient pas. Comment ces gens-là autour, puis ça a été pour moi une découverte parce que pour longtemps, il n'y avait pas tant de gens que ça qui voyaient ou disaient qu'ils voyaient. Je vais quand même être généreux qu'il y a prendre plus de gens que je pense qu'ils voyaient. Mais quand j'en trouve, je suis toujours un peu étonné. Tu fais que tu vois autre chose. Tu vois que je suis multidimensionnel finalement. Ouais, puis je suis curieux, tu sais, parce que nécessairement dans le travail que tu as, tu dois souvent répéter la même affaire. Comment tu vis ça? Pas bien. Vraiment pas bien. Et je le dis, et ça fait partie des choses qui amènent à des fois des fins de contrat prématurées. Si j'ai répété plusieurs fois la même chose, on n'est pas fait pour travailler ensemble parce que j'aime pas ça répéter. Puis je le dis, là, je suis capable, justement, comme tu le mentionnes, en vieillissant, j'ai appris à reconnaître ces choses-là. Fait que maintenant, je le dis. Moi, je me répète pas. Si j'aime répéter, c'est que j'ai pas d'affaire là. Ouais. C'est un des éléments qui m'a, dans mes carrières, qui m'a le plus, je pense, plus frustré. L'impression de parler dans le vide. Là. Ça, là, tu sais, je suis pas... là, je prends beaucoup plus la parole publiquement là, par rapport à ça, là, mais au niveau professionnel, j'ai eu souvent des interventions à faire au niveau journalistique, etc. Mais quand j'arrivais dans des réunions, puis que là, on parlait de la même affaire que j'avais dit que ça devait se régler comme ça, puis que c'était pas fait. Là, c'était comme, OK, là, tu viens de me perdre, il n'y a rien à faire. J'ai l'impression que, tu sais, c'est comme, puis j'adore la pédagogie, là, je pense que c'est quelque chose de super important. Je suis prêt à répéter, je suis prêt à réexpliquer de manière différente, sans problème, mais quelqu'un qui veut pas, là, je perds mon temps. Fait que ça, c'est, si je suis obligé de dire la même affaire parce que le récepteur est juste fermé, là. Moi, je m'en vais ailleurs. Là, ouais, même chose comme ça. Mais oui, pédagogie. Oui, puis je mets souvent, ma première réaction, c'est que si les gens ne comprennent pas, c'est parce que je me suis mal exprimé. Ce qui est fort possible parce que le chemin qui est dans ma tête, pour moi, il est clair, mais des fois, j'ai un problème de rendu sur le fait d'expliquer ce qui se passe dans ma tête. Puis justement, c'est un énorme travail que j'ai fait dans ma vie de réussir à verbaliser en des choses que les gens comprennent ou de sortir, de véhiculer mon message. Mais une fois que j'ai fait l'effort raisonnable de le verbaliser dans différentes façons en utilisant des analogies, si l'autre ne comprend pas,
Là, je peux plus rien. Non, et là, c'est je ça. m'énerve, et là, je m'en vais ailleurs. Non, puis tu vois, en tant que gestionnaire aussi, c'est un élément qui m'a beaucoup fait mal dans le sens où ça me j'ai vu la magie de la gestion disparaître. Ce que j'ai vu de beaucoup de gestionnaires, c'est qu'ils ne lisaient jamais. Et ça, pour moi, je suis comme, tu t'améliores jamais, là. Tu veux pas aller chercher des nouvelles façons de faire, voir qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas. Puis, j'en ai côtoyé beaucoup, là. Puis, la vaste majorité des gestionnaires que j'ai vus n'ouvraient même pas une revue de gestion, là, tu sais. Fait que, je peux même pas dire que je vais aller chercher des nouvelles pratiques, qu'est-ce qui se passe, etc. là. On revient au fait que les gens s'en foutent un peu, mais s'en foutent pas parce qu'ils sont négligents, mais parce que Non, ça non. les interpelle pas, Voilà. ce genre d'éléments-là. Puis j'ai une personne qui me mentor encore d'ailleurs au niveau gestion. Puis elle m'a dit, il y a 3 caractéristiques importantes d'un bon gestionnaire. Il lit son environnement. Peut-être pas des livres, mais au moins son environnement. Il pivote, c'est-à-dire qu'il est capable de changer d'idée si on lui donne les éléments importants. Et il se connaît. Fait que c'est 3 éléments qui font que tu es nécessairement un bon gestionnaire de ces éléments-là. Et effectivement, depuis que j'ai été, que j'ai eu cette révélation-là, quand l'homme me l'a exprimé, effectivement, ça fait énormément de sens. Ça m'aide parce que moi j'ai un rôle d'accompagnement de gestionnaire principalement et d'accompagnement. Donc, je dois être capable de véhiculer ces 3 piliers-là et aux gestionnaires que j'accompagne puis que j'aide à progresser, soit dans leur style de gestion, ou en même temps dans le contenu au niveau cyber, infonuagique, ainsi de suite, qui est mon domaine. Mais c'est justement d'être dans cette zone-là. Mais si le gestionnaire ne veut pas, après ça, moi, j'ai plus de capacité à l'aider plus loin. Puis mon expérience de gestion, j'ai trouvé ça, puis moi, c'est ma façon que je le vis, c'est très froid, la gestion. C'est très mécanique, la gestion. C'est pas, tu sais, il parle web, c'est très, très froid. C'est des cases. On met des personnes dans des cases. Et c'est comme ça que je l'ai vécu aussi. Ce qui est difficile parce que normalement, en même temps, il faut être chaleureux. Parce que dans un contexte de gestion, moi, je ne suis pas chaleureux dans un contexte de gestion. Ouais, tu vois, moi, c'est beaucoup développer le côté chaleureux, justement. Puis, tu sais, la gestion, là, on se leurra pas, là, c'est encore beaucoup tributaire de la vision de Taylor. Là. Je le revois beaucoup en TI, par exemple. Tous les process de on va livrer le ticket. Fait que là, on prend le ticket, on l'ouvre, on l'analyse, on le traite, après ça, on le documente. Des très étapistes. Puis, la différence avec Taylor, c'est que Taylor, chaque personne aurait fait un petit bout de l'affaire. Là, maintenant, souvent, on essaye de donner à la même personne la capacité de faire l'ensemble du morceau, mais c'est encore très la division du travail au plus bas nominateur possible. Mesurer, être capable de dire, OK, bon, ça a pris tant de temps, combien qu'on est capable d'en faire par année, ça veut dire combien j'ai besoin de FTE, etc. C'est encore cette vision-là qui est très, très, très présente. Là, puis c'est probablement un des aspects pourquoi moi, les organisations, c'est difficile à m'engager là-dedans parce que je ne trouve pas toujours du sens là-dedans. Quand tu vois des niveaux d'interdépendance, justement, on parle de l'environnement, puis là, tu dis, mais il n'y a pas de lecture qui est faite, là, clairement pas. Là, puis là, il faut que tu livres des affaires qui sont mécanistes, alors que toi, tu as une vision organique de la chose. C'est pas nécessairement facile à arrimer. Là. Ça crée des tensions, puis des frustrations. Puis là, c'est là que tu changes de job. Là. Pour essayer de voir ailleurs. Voir si c'est mieux ailleurs, mais c'est ça, c'est le regard en système. Moi, ma force, puis ça, c'est mes parents me l'ont dit, puis j'étais tout jeune, c'est que je vois le système. Spontanément, je vois comment le système est organisé, de voir comment le système est organisé. Ben, j'en découle des choses. Sauf que quand moi, j'étais jeune, comme ça, c'était pas valorisé, ce genre de choses-là, parce que je suis pas linéaire. Je vois le système, je vois sa globalité et je vois les unifications. En tout cas, je vois tout, puis ça devient achalant aussi. Là. Maintenant, une des choses que j'ai développées, c'est de l'aveuglement volontaire, justement, pour être capable de rester concentré sur des situations imparfaites à mes yeux,
pour réussir à cheminer dans ces structures-là, très tayloristes, oui, en quelque sorte, qui sont un peu épouvantables de faire ce genre de choses-là, de faire émerger aussi, puis d'aider comme gestionnaire, j'ai pas été personnellement, mais j'accompagne, c'est de faire émerger l'excellence chez les gens et l'initiative et ce genre de choses-là. Parce que le taylorisme ne fait absolument pas d'ailleurs. Là, c'est tout à fait contraire à ça. Là. Ah ouais. Puis, tu sais, tu dis, là, par exemple, fermer les yeux sur certains éléments, là, mais ça, c'est énergivore. C'est ça aussi, là, c'est qu'à un moment donné, essayer de faire fitter le rond dans le carré, là, ça demande de l'énergie. Là, fait que c'est ça aussi, là, ça contribue pas à la santé mentale, on va dire comme ça. Là, puis, zéro contribution au bonheur. Puis je pense que le meilleur exemple par rapport à ça, pour comment je l'ai vécu, c'est comme se mettre la tête en dessous de l'eau et retenir sa respiration. Tu es capable de le faire un temps, mais tu n'es pas capable de le faire très longtemps. Puis il faut que tu ressortes. Tu n'as pas le choix parce que sinon tu vas crever là. Puis justement, tous les dommages que ça peut causer. Fait que pour moi, je le vois vraiment comme ça. Je vais étouffer comme si je me mettais la tête en dessous de l'eau. Puis parce que justement, en aveuglement, parce que là, tu dis juste que je vais accepter un scrunch de travail puis qui est non conforme. Mm-hmm. Tu parles de la vision système, je pense, un des éléments pourquoi la sécurité parle autant de gens qui ont ce profil-là aussi, parce que souvent la vision système vient avec. Là. La sécurité, c'est transversal. Là, on s'entend, là, c'est pas au travers d'une compagnie, là, ça passe à travers l'entreprise, puis ça va partout, puis ça touche à plein d'affaires. Ça fait en sorte que nécessairement, c'est peut-être plus facile d'aller de rentrer là-dedans puis commencer à creuser pour quelqu'un qui a ce genre de profil-là, parce que il va être capable de dire OK, c'est pas une réaction domino nécessairement. Là, là, ça va peut-être avoir un petit effet. C'est plus un ripple effect là, plutôt que juste un domino. Là. C'est plus OK, ça va être quoi l'impact organisationnel global, puis jusqu'où ça peut aller. Fait que ça, c'est pas donné à tout le monde de réfléchir comme ça non plus. En fait, je pense que ça peut être fait par tout le monde, juste que l'effort va être plus grand, puis c'est un exercice à faire. C'est comme moi, je te donne un exemple en renseignement, ça, on faisait beaucoup de la réflexion par scénario, là, du scenario planning essentiellement. T'sais. Mais ça, pour moi, c'était comme naturel. Ça se faisait automatiquement dans ma tête. C'était ça qui se passait. Là, tandis que pour beaucoup de gens, c'était plus OK. Là, il faut réfléchir, OK, quel type de scénario. Fait que moi, j'arrivais vite avec un scénario, mais pour d'autres personnes, c'était plus laborieux. Là. Oui, effectivement. Puis, mais en même temps, ces scénarios-là ne sont pas aussi raffinés, disons, que les personnes qui vont avoir réfléchi de façon plus linéaire vont avoir creusé chacun des éléments. Là. Aussi, je ne veux pas disqualifier les autres, mais de leur apprendre aux autres, c'est beaucoup plus difficile. Disons, ils vivent la difficulté qu'on a de se contraindre à vivre selon des patterns qui ne sont pas les nôtres. Ben, eux, c'est un peu la même chose dans ces circonstances-là. Exact. Puis là, ça amène à parler justement, tout l'aspect de communication. C'est parfois pas facile de trouver les vases communicants dans lesquels tu peux entrer en contact avec les autres pour échanger de l'information ou pour être capable de dire, OK, c'est quoi les terrains sur lesquels on est capable de fonctionner ensemble. Puis là, des fois, là, le travail d'équipe, là, c'est tough. Là, puis c'est pas parce que j'aime pas les gens, là, au contraire, je l'aime les gens. Là, c'est juste que quand j'arrive pour travailler avec des gens en équipe, j'ai un mode qui rend les autres un peu mal à l'aise. Un petit oups. D'ailleurs, toi, t'es consultant, mais t'es tout seul dans ta boîte, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Souvent ça, on a une méthodologie de travail qui est tellement particulière que là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Nécessairement, ça c'est pas super évident, puis on va pas non plus à la même vitesse. Ouais, puis il y a des éléments qui sont aléatoires pour les autres. Il va y avoir des bursts de choses. Un peu, tu le mentionnais sur comme tes projets de recherche. C'était pas tout le temps concentré là-dessus pendant un temps continu. Tu vas faire un burst puis tu vas arrêter. C'est un peu comme ça aussi je fonctionne. Fait que dans certains cas, ça peut rendre les autres mal à l'aise de ces choses-là parce que
pendant le burst, je vais super vite. Fait que là, j'ai l'impression d'être trop vite pour tout le monde. Mais après, j'arrête. Fait qu'en même temps, si tu viens à planir ces éléments-là, je vais, somme toute, dans ce sujet-là, à la même vitesse que les autres. Sauf que j'ai probablement genre 6 bursts différents qui vont alors à des moments différents. Fait que globalement, c'est pas la même chose. Mais sur un projet unique, c'est comme si je donnais une prestation comme les autres, mais qui a l'air démesurée parce que le burst est toujours trop gros pour ce que les autres sont capables de gérer généralement. Là. Puis là, tu sais, on rentre dans la question de l'horaire. Moi, du 9 à 5, je peux pas fonctionner avec ça. J'ai jamais réussi, tu sais. Fait que j'ai des horaires complètement, tu sais, des fois, je vais travailler de nuit parce que c'est ça, là, c'est là que ça passe, c'est là que ça fonctionne, puis je vais en profiter, là, oui, c'est de prendre le moment, puis c'est ça, on prend le moment, c'est pas un caprice, parce qu'on prend le moment où on est plus productif, puis tout dépendant de mes phases dans ma vie. Là, dans une phase qui est différente, mais tu sais, à une époque, c'était comme ça, moi, tu sais, le rentrer à 9h le matin, ça me servait à rien. J'étais pas productif avant genre 16h l'après-midi. Fait que m'imposer d'être au bureau de 9 à 16, ça sert à rien. Je suis juste comme pas inutile, mais pas loin. Là. J'étais pas super productif. Mais ensuite, le soir, j'embarque. Puis là, tu sais, je peux arrêter jusqu'à 3h du matin. Puis là, j'étais hyper productif de 16 à 3. Mais le mode de travail qui nous est imposé ne correspond pas à ce genre de cycle-là qui nous permet justement d'exprimer les moments où on est optimal. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis souvent, de ce que je me suis fait dire, là, évidemment, tu sais, encore une fois, là, je parle d'expérience là, personnelle, là, mais tu sais, souvent, tu sais, dans les profils de douance, la difficulté de fonctionner avec des horaires typiques là, est grande là, parce que, tu sais, justement, c'est des moments de créativité. Là. Dans le fond, c'est le cerveau qui part puis qui est dans ses affaires. Puis là, il dit OK, là, let's go, profite-en. Fait que t'as comme un flow qui part. Mais ce flow-là, il est quantier, là, puis c'est ça. Il faut que tu vives avec. Puis effectivement, là, tu fais du présentéisme au bureau le restant du temps. Parce que tu spins, mais t'es sur les dos un peu. Là, ouais, mais moi, je le qualifiais comme des moments de régénération, dans le sens qui laisse les idées se placer pour que, probablement qu'à 16h, je repartais parce que les idées venaient d'atterrir. Puis là, j'étais capable de partir à courir avec toutes les choses que j'avais accumulées pendant cette période-là. Fait que, c'est comment le voir aussi, mais quand on le regarde sur la lorgnette classique, effectivement, ça marche pas bien. Puis c'est effectivement très difficile de faire comprendre ça aux gens. On va clore là parce qu'on a fait presque 1 heure sur le sujet. Finalement, je pense que clairement, on va devoir y revenir parce que c'est un sujet qui est immense. Qui, effectivement, ben là, puis ça, c'est un type, puis j'avertis souvent certains collaborateurs que je connais moins bien, que je réfléchis en graphe. Fait que ça se peut qu'on parte à un point A, mais je sais pas où on va atterrir à la fin de ça, parce que je peux partir dans n'importe quel sens. Ce qu'on a fait clairement là. Donc, on a parti, genre, on va parler de ton cheminement, hein, on t'aurait parlé des cas de gestion puis des choses comme ça. C'est une conversation très intéressante. J'ai très hâte de la poursuivre parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à échanger sur le sujet. Et j'espère que ça va allumer des lumières dans la tête des gens, puis justement de leur donner des trucs et des façons de mieux vivre avec leurs différences, leurs neurodivergences, et d'être capable d'en tirer bénéfice et d'aller plus loin. Puis on va avoir l'occasion d'en reparler. Merci. We're gonna